l'intégrale exacte moins l'intégrale que nous calculons par approximation, et notamment ici par la méthode des trapèzes, l'erreur que nous commettons lorsqu'on fait cette approximation, elle est donnée par x1 moins x0, qui représente donc la longueur de l'intervalle d'intégration, au cube, divisé par 12, multiplié par m2. Alors, c'est quoi m2? M2, c'est le sup de la deuxième dérivée, donc de la dérivée seconde de notre fonction, sur l'intervalle x0, x1. Alors ça, c'est important quand même d'avoir en tête cette... je ne vous demande pas de la retenir par cœur, la formule, mais de savoir qu'elle existe et qu'elle nous permet de quantifier l'erreur que l'on commet lorsqu'on approxime une intégrale par la méthode des trapèzes. Bien entendu, cette erreur-là diminue lorsque l'intervalle sur lequel on va travailler est divisé, d'accord, par un pas h pour travailler avec des petits intervalles, donc de longueur h, sachant que n fois h, c'est la longueur totale de notre intervalle. Et dans ce cas-là, l'erreur, ben, vous voyez bien qu'ici, on a au dénominateur un n carré, qui représente donc le nombre d'intervalles. Donc, je vous ai mis ici dans le cours n égale à 6, mais vous avez tous bien compris que n égale à 6, c'est dans cet exemple-là. D'accord? Et on a donc i moins i de t, qui est inférieur ou égal à x1 moins x0 au cube, divisé par 12n carré. Voilà. Sachant que x1 moins x0, qui est donc la longueur de notre intervalle, c'est égal à n fois h. Ça, c'est clair pour tout le monde? Et on va donc pouvoir, à partir de cette formule-là, si par exemple on est sur un problème où on nous demande, voilà, on voudrait que l'intégrale approximative par la méthode des trapèzes ne s'écarte pas au-delà d'un certain epsilon de la vraie intégrale, ben, ça nous permet en fin de compte, à l'aide de cette formule-là, de pouvoir déterminer le nombre d'intervalles qu'il faudrait considérer, c'est-à-dire le nombre de divisions qu'il va falloir faire pour obéir aux critères d'erreur. Donc voilà, je voulais préciser ce point-là, c'est un point qu'on n'avait pas vu lorsqu'on a traité le chapitre sur l'intégration. On a bien sûr aussi le calcul de l'erreur dans le cas où on utilise la méthode de Simpson. C'est ce que vous avez dans un des slides qui s'intitule également calcul de l'erreur, dans lequel on retrouve des formules similaires avec cette fois-ci, au lieu d'avoir une puissance de 3, on a une puissance de 5 et le facteur 2880 ici, et cette fois-ci on a un M4 lorsqu'on travaille avec la méthode de Simpson, sachant que M4, ben lui c'est tout simplement le sup de la quatrième dérivée. Alors, le sup de la quatrième dérivée sur un intervalle, aussi bien que le sup sur la deuxième dérivée sur un intervalle, c'est-à-dire que tout simplement, je vais dériver ma fonction. Donc, dans le cas de la méthode de Simpson, la méthode des trapèzes, je vais la dériver 2 fois. Dans le cas de la méthode de Simpson, je vais la dériver 4 fois. Et je vais calculer la valeur maximum que prend cette quatrième dérivée sur mon intervalle de travail. Voilà. Avec, bien sûr, on retrouve les mêmes propriétés que dans le cas de la méthode des trapèzes. Si, au lieu de travailler sur un unique intervalle, ben, on prend notre intervalle et on le divise en petits intervalles, sachant que les intervalles de travail avec la méthode de Simpson sont des intervalles de longueur 2h. Donc ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Ben, on va bien sûr se retrouver avec une erreur qui sera amoindrie pour la simple et unique raison qu'on va appliquer la méthode de Simpson sur des sous-intervalles
plutôt que de l'appliquer sur un unique intervalle, comme dans le cas de gauche que vous avez ici. Voilà. Alors, on va donc cette application de l'erreur, on va quand même lui donner un exercice que je vous avais d'ailleurs mis, si vous regardez bien tout ce que je vous ai envoyé. Vous avez un dernier exercice qui est l'exercice 5, dans lequel, bien sûr, vous avez tout simplement une intégrale. On vous demande de l'évaluer par la méthode des trapèzes, par la méthode de Simpson. On vous demande également de calculer la valeur exacte de cette intégrale-là. Et enfin, on vous demande de calculer les erreurs, valeur exacte moins valeur approchée par la méthode des trapèzes, valeur exacte moins valeur approchée par la méthode de Simpson. Et après, on vous demande le pas qu'il faudrait utiliser par la méthode des trapèzes pour avoir une erreur inférieure ou égale à celle que l'on obtient avec la méthode de Simpson. Donc, tout cet exercice-là, l'exercice 5, il est bien entendu corrigé ici, voilà, où vous avez donc le calcul de I de T, le calcul de I de S. Donc, je vous demande, pour bien clarifier les choses, de faire les calculs de votre côté et de bien vérifier que vous obtenez ce qu'il y a ici dans le corrigé. Le calcul de l'intégrale exacte, ben, il est très simple, puisque vous avez affaire à une intégrale, on va dire, de niveau lycée. Hein, on vous demande de calculer l'intégrale de 1 sur x2. Alors, c'est quoi la primitive de 1 sur x carré? 1 sur x. Exactement, c'est moins 1 sur x. Donc, vous allez calculer la valeur exacte de cette intégrale et vous allez normalement tous obtenir 0,6667. Vous allez calculer les écarts entre IT et I et entre IS et I. Donc, vous voyez bien que on commet une erreur qui est beaucoup plus petite avec la méthode de Simpson. C'est le ES que vous avez ici. Et enfin, ce qu'on vous demande, c'est avec quel pas il faudrait travailler pour que l'erreur que l'on commet avec la méthode des trapèzes soit inférieure à cette erreur-là. Donc, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement appliquer directement la formule du calcul de l'erreur, IT moins I inférieur ou égal à x1 moins x0 au cube divisé par 12n carré fois m2. C'est à partir de cette formule-là qu'on va pouvoir déduire le pas h qu'il va falloir qu'on utilise pour que l'erreur que l'on commet soit inférieure à 0,0048. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, puisqu'en fin de compte, m2, alors m2 c'est quoi? C'est le sup de la dérivée seconde. Donc la première dérivée, on a du 1 sur x au carré. On va se retrouver avec du 1 sur x au cube pour la première dérivée et du 1 sur x à la puissance 4 pour la deuxième dérivée. Et on va donc prendre le maximum de cette deuxième dérivée sur l'intervalle x1, x0, x1. Et vous avez tous bien compris que cet intervalle x0, x1, ben, c'est notre intervalle ici de travail, c'est-à-dire 1 et 3. Ça, c'est x0 et ça, c'est x1. Donc, ça veut dire que la longueur de notre intervalle de travail, c'est tout simplement x1 moins x0, c'est-à-dire 3 moins 1, 2. On va donc calculer M2. On sait que x1 moins x0, ben, ça vaut 2. Ce que l'on sait, c'est que le nombre d'intervalles n que nous avons ici dans la formule, c'est tout simplement la longueur de l'intervalle de travail divisé par le pas. On va donc pouvoir remplacer ce n au carré qui est ici par x1 moins x0 divisé par h,
c'est ce qui nous permet de faire ressortir en fin de compte le pas H, d'accord? Et on a donc x1 moins x0 divisé par 12 multiplié par m2. Alors m2 c'est 6, x1 moins x0 c'est 2, 2 fois 6, 12, 12 divisé par 12, 1. Il reste h au carré inférieur ou égal à 0,0048. C'est-à-dire h inférieur ou égal à la racine carrée de 0,0048. Et en fin de compte, on va obtenir la condition qui va nous permettre d'avoir I de T moins I de S inférieur à 0,0048, c'est-à-dire un pas H inférieur ou égal à 0,0693. Donc voilà pour clôturer, je dirais, ce chapitre 5 qui porte donc sur l'intégration numérique. Monsieur, Oui, je vous écoute. vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé le sup égal à 6, s'il vous plaît? Oui, très bien. Alors, donc on va... qu'est-ce qu'on a comme fonction? On a 1 sur x au carré. Donc, que vaut la première dérivée de 1 sur x carré? Je vous écoute. Ah, 1 sur x cube. 1 sur x au carré. Donc, quand vous la dérivez, vous obtenez combien? Alors, on va le faire ici. Moins 2 sur x cube, monsieur. Exactement. C'est moins 2 sur x au cube. Ça, c'est 1 sur x au carré. Quand je le dérive, c'est x à la puissance moins 2. Donc, ça fait moins 2 de x à la puissance moins 3. Donc, ça fait moins 2 sur x au cube. Ensuite, moins 2 sur x au cube. Quand je le dérive, à son tour, combien j'obtiens? Combien? 6 sur x4. Exactement. 6 sur x4. Donc, du coup, 6 sur x4, il est maximum. Où est-ce qu'il est maximum sur l'intervalle 1,3? Quand x égale à 1. Quand x égale à 1. Et quand x égale à 1, que vaut ce maximum? 6. Eh bien voilà. Donc vous avez répondu à la question que nous a posée notre camarade. C'est bon? Monsieur, j'ai une autre question aussi. Oui. Quand on va mettre, je sais pas, quand on va mettre un algorithme comme ça dans un système, je sais pas, un intégrateur, on va toujours privilégier la méthode de Simpson. On ne va pas forcément privilégier toujours la méthode de Simpson parce que tout dépend des contraintes du problème qu'on nous demande. Si on veut quelque chose de très précis et qu'on n'est pas contraint par des temps de calcul, on va privilégier la méthode de Simpson. Si on veut juste quelque chose d'approximatif et qu'en plus on a des contraintes de temps de calcul, on va privilégier la méthode des trapèzes. Trapèze, ouais. Ok. Voilà. Alors, je voulais un petit peu, voilà, je voulais revoir un petit peu avec vous cet exercice-là. Prenez le temps de le refaire tranquillement. Et si vous avez bien sûr des questions, on répondra aux questions que vous vous posez. Ce que j'aimerais surtout qu'on aborde aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit au début de ce cours, je voulais qu'on aborde ce nouveau chapitre qui est un chapitre super important, résolution d'équations numériques, donc résolution numérique d'équations différentielles. Voilà. Alors ça, c'est
c'est quelque chose de, comment vous dire, dans les sciences de l'ingénieur, savoir résoudre des équations différentielles, c'est quelque chose d'important, sauf que sur le plan purement théorique, la résolution d'équations différentielles en est très, très limitée. Est-ce que déjà, parmi vous, tout le monde comprend le terme équation différentielle? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition simple de ce que c'est qu'une équation différentielle? C'est la résolution d'équation qui vérifie une fonction. Là, vous me parlez de résolution. Je vous ai pas, il n'y a pas de. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'une équation différentielle. Ça veut dire quoi une équation différentielle? Bah, en fait, on essaie de trouver, on essaie de trouver la solution d'une équation qui est vérifiée par une fonction, en fait. Alors, il y a un peu de ça, mais c'est pas tout à fait ça. D'abord, il y a le terme différentiel. Le terme différentiel fait référence à quoi? À la dérivée. À une dérivée, exactement. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai une équation. Dans cette équation-là, j'ai une inconnue. Cette inconnue est une fonction. Et dans cette équation-là, apparaît la dérivée de ma fonction. Il peut très bien apparaître la dérivée seconde, la dérivée tierce, la dérivée énième. C'est la raison pour laquelle on va parler d'équations différentielles d'ordre quoi? D'ordre n. Exactement. Donc, si je dis que je dois résoudre une équation différentielle d'ordre 1, ça veut dire que dans cette équation différentielle, je dois trouver une fonction. Et dans cette équation différentielle, apparaît quelle dérivée de ma fonction? Premier dérivé? Exactement, la première dérivée. Ok. Si je dis que je dois résoudre une équation différentielle d'ordre 2, ça veut dire que j'ai affaire dans mon équation différentielle, va apparaître quoi? Première et seconde, monsieur. Exactement, première et seconde dérivée de mon équation. Donc, on va donc maintenant, à partir de maintenant, aborder la résolution numérique d'équations différentielles, et c'est donc le chapitre 6. Voilà, c'est le chapitre 6. Alors, comme d'habitude, et comme vous l'avez compris depuis le début de ce module qui s'appelle donc analyse numérique, c'est qu'en fait, on a un problème et on va tenter de le résoudre. Donc, le problème, c'est quoi? Une fonction y de t. On peut le voir aussi comme une variable du temps, y de t, est décrite par une équation différentielle ordinaire du premier ordre. C'est-à-dire que j'ai la dérivée de ma fonction qui est fonction donc de la fonction et du temps. On connaît la condition initiale y de t égale à t0. Comment déterminer y de t à des temps autres que t0? Alors, la première chose déjà que l'on va faire pour introduire ce cours dans les meilleures conditions, c'est de se poser un petit problème. Alors, on va se poser un petit problème pour se mettre un peu en conditions de travail. Alors, on va se dire, voilà, j'ai une équation différentielle, y point de t. Tout le monde comprend la notation y point? Oui. Très bien. J'ai y point de t égale à moins t y de t. Et bien sûr, j'ai la condition initiale que y à t
égale 0, C égale à 1. Donc, ça veut dire quoi? Donc, voilà un peu le problème qu'on se pose. On me dit, voilà, je cherche une fonction y de t. Donc, si je la cherche, ça veut dire que je ne la connais pas. Je sais que lorsque je dérive cette fonction, y point de t, ben, elle est égale à elle-même multipliée par t avec un signe moins devant. Voilà la connaissance que j'ai de cette fonction que je recherche. Et je connais également un point de cette fonction, c'est-à-dire la valeur de cette fonction à l'instant t égale à 0. C'est le problème de Cauchy, monsieur. Ouais, donc tout ça, vous allez me dire, c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc, si maintenant je vous demande de me résoudre cette équation différentielle, qu'est-ce que vous me répondez? Est-ce que je sais? Est-ce que je ne sais pas? Et si je sais, quelle est la solution? Et si je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je vous laisse un petit peu débattre un peu de ça, de la question que je vous pose. Bah, on peut la résoudre enfin, en principe, monsieur, on peut connaître la solution d'une équation différentielle à une constante près. Et là, cette fois-ci, on peut connaître la constante. On a une valeur pour y, justement, qui nous permet. Alors, ok, mais moi, ce que je vous demande là, imaginons que maintenant, voilà, vous avez une épreuve, voilà, vous avez une épreuve d'examen ce matin, et on vous demande de résoudre l'équation y point égale moins t fois y, avec y de 0 égale à 1. Qu'est-ce que vous me répondez? Est-ce que quelqu'un peut me fournir une solution là parmi vous? Comment vous allez résoudre ce problème? Déjà, on passe le y de l'autre côté, enfin le y prime. La dérivée de y, on la passe de l'autre côté. Alors attention, hein, vous n'avez pas affaire ici à une équation différentielle du premier ordre avec des coefficients constants. Oui, justement. Bah, on passe le y, la dérivée de y de l'autre côté, et ensuite on divise par t. D'accord, ben, dites-moi, moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce que vous obtenez, enfin, en définitive? Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Alors, je vais le faire tout de suite. Ok. On obtient exponentielle de montée. Vous obtenez l'exponentielle de moins t. Monsieur, on va obtenir y est égal à un k, une constante exponentielle moins a. Et a, c'est une primitive de t. Ok, mais c'est pas mal, mais j'ai toujours pas la solution exacte. Je veux la solution exacte. Comment je m'y prends? On fait d'abord l'équation homogène. Vous êtes d'accord que y point de t égale à moins t fois y de t, je peux très bien la réécrire comme étant y point de t divisé par y de t égale à moins t. Donc jusque-là, j'ai rien fait de particulier. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme forme ici? Y point divisé par y. À quoi ça vous fait penser, cette forme-là, quand j'ai la dérivée d'une fonction divisée par la fonction? Je vais penser à Hélène, monsieur? À quoi? une méthode qu'on a vue auparavant, monsieur. Oui, alors vas-y, dites-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit, la demoiselle? Vous avez dit quoi? Monsieur, la dérivée de fonction sur une fonction. Ouais. Ah, monsieur, je suis trompé. J'ai perdu un peu. C'est Hélène. C'est Hélène, monsieur? Hélène. Hélène de U. Voilà. Oui. Donc vous êtes d'accord que ici, je peux réécrire ça comme étant Hélène
de y de t et qu'est-ce qui me manque? ln de y de t prime. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? La dérivée de ln de u. C'est U prime sur U. Voilà, c'est u prime sur u. Donc vous êtes d'accord que je peux écrire que ln de y de t prime, ici, c'est égal à moins t. Si la dérivée d'une quantité vaut moins t, ça veut dire que cette quantité, elle vaut combien? Monsieur, donc Y est égal à exponentielle de moins T au carré sur 2? Attendez, avant d'arriver là, je veux d'abord que vous me répondiez à la question. Si je dis que ln de y de t prime égale à moins t, ça veut dire que ln de yt, lui, vaut quoi? En primitive, donc c'est. La primitive, monsieur. Exactement. C'est là, ouais. Et donc, ça veut dire, c'est égal à quoi? C'est quoi la primitive de moins t? C'est moins T au carré sur 2. Exactement. C'est moins t carré sur 2, donc ici, moins 1 demi de t carré. Et est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Une constante. Plus une constante. Exactement. Et il faut donc que je rajoute une constante. On est d'accord jusque-là? Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que si ln de y de t vaut moins 1 demi de t carré plus c, je n'ai plus qu'à utiliser mon exponentielle sur le membre de gauche et le membre de droite, et je vais donc obtenir que y de t va être égal à une constante près, que j'appelle k parce qu'elle n'est pas forcément égale à c, exponentielle de moins 1 demi de t carré. Comment, mettons, je vais déterminer cette constante? Monsieur, avec la condition initiale, Y de T0 est égal à 1. Exactement. Avec la condition initiale, je vais donc pouvoir déterminer ma constante. Elle est très simple ici et elle vaut combien? Il vaut 1. Elle vaut 1. Donc, en fin de compte, la solution de notre problème, y de t, c'est égal à l'exponentielle de moins 1 demi de t carré. Et on voit bien que si je prends cette fonction-là et que je la dérive, je vais vérifier qu'elle obéit bien à cette équation différentielle. Alors maintenant, vous voyez que ça, vous êtes, voilà, avec un petit rappel un peu de ce qu'on a vu dans notre passé scolaire, on a pu résoudre cette équation différentielle. On est d'accord maintenant qu'on est tous capables de résoudre cette équation-là. Alors imaginons que maintenant, je me dis, bon, ils ont l'air très forts ces étudiants, est-ce qu'ils vont être capables de me résoudre l'équation différentielle que je vais rendre un peu plus compliquée? Voilà. Imaginons que maintenant, je vous demande de me résoudre la même équation différentielle, mais voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de rajouter un petit carré. Voilà. Est-ce que vous pouvez me trouver ce nouveau y de t? Moi, j'y arrive pas. Qui n'arrive pas? Est-ce que vous êtes arrivé à faire le premier? Oui. Voilà. Alors, vous allez très vite vous rendre compte que la méthode que nous avions appliquée ici,
pour pouvoir trouver notre y de t est relativement simple à faire parce qu'on avait une forme qui s'y prêtait. Vous voyez, on a divisé par y de t, on a retrouvé la forme ln de u, etc. Mais vous voyez que dès que je complexifie un tout petit peu l'équation différentielle, je rajoute tout simplement un carré ici, je vais me retrouver avec cette fois-ci y point de t divisé par y de t qui va être égal à moins t y de t, et ça voudrait dire que je vais me retrouver avec ln de y de t prime qui va être égal à moins t y de t, et du coup, ça veut dire que si je veux trouver y de t, je vais me retrouver aussi avec un autre y de t sur le membre de droite dont je ne connais pas la primitive, puisqu'en fin de compte, c'est ce que je recherche. Monsieur, on peut multiplier par 2 et diviser par 2? Ah, vous avez le droit de le faire, pas de problème, oui. Oui. Et alors? Ça change quoi? Monsieur, pour se mettre dans le même cas de la premier exemple, c'est la dérivée de y au carré, c'est 2 et y prime. La dérivée de y au carré, ouais, ça voudrait dire que si je dérive ici, je dois dériver ici. Ah oui. Et donc, je me retrouve avec une équation différentielle de quel ordre? Deuxième ordre. Voilà. Donc, je peux vous laisser chercher, si ça vous tente, de me trouver une solution à cette deuxième équation différentielle que je vous ai posée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de me dire, voilà, je suis un ingénieur, il faut que je trouve une solution à cette équation. Ça a l'air d'être une solution avec du racine carrée, je me suis d'accord. Non, alors c'est là que maintenant on va rentrer dans le cœur du problème. Maintenant, je reprends le cours, maintenant que j'ai posé le problème. Donc, on a vu que lorsqu'on a une équation différentielle relativement simple de ce type-là, ben, vous l'avez tous solutionné, vous avez trouvé y de t égale à l'exponentielle de moins 1,5 de t carré. Lorsque vous avez une équation différentielle y point égale moins t fois y carré de t, là, la solution devient, je ne dis pas qu'elle est impossible, elle est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas aussi immédiate que la solution que vous avez pu trouver là. Et je vais vous donner un autre exemple, et celui-ci, à la limite, je pourrais même vous laisser toute la semaine prochaine. Imaginons que vous avez y point de t égale au logarithme népérien de 1 plus y carré de t. C'est-à-dire trouver la fonction y de t telle que sa dérivée soit égale au logarithme népérien de elle-même au carré plus 1. Vous allez très vite vous rendre compte qu'en réalité, on est face à un vrai problème sur lequel je n'ai pas de méthode analytique. D'accord? Donc ça veut dire que sur les équations différentielles, qui fait d'ailleurs l'objet encore aujourd'hui d'un vaste champ de recherche, on a des solutions pour des équations différentielles, pour un certain cas d'équations différentielles, aussi bien du premier ordre que du deuxième ordre, à coefficient constant, que vous avez d'ailleurs étudié lorsque vous étiez en classe prépa, voire même en classe de terminale. Mais en dehors de ces équations différentielles, je dirais particulières, on n'a pas de méthode pour résoudre n'importe quelle équation différentielle. Voilà, donc je mets au défi quiconque me donne une méthode générique pour résoudre une équation différentielle quelconque. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle qui résout toutes les équations différentielles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire des mathématiques?
On a eu un premier grand mathématicien qui s'est penché sur ces problèmes-là et qui s'appelle Euler. Et qui a donc fourni des solutions. Et il s'est avéré plus tard que les solutions fournies par Euler n'étaient pas très très précises, puisque en fait c'est des solutions qu'on appelle des solutions point à point, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver l'équation de notre fonction, mais on va trouver des points de cette fonction. Il s'avère que les solutions qui sont proposées par Euler sont trop approximatives, et donc plus tard, que je ne dise pas de bêtises, 19e, fin 19e, début du 20e siècle, on a eu deux grands mathématiciens, plus des numériciens, voilà, qui sont donc ici. Je fais un peu d'histoire. Vous avez donc Karl Runge et Martin Wilhelm Cutta, donc deux mathématiciens allemands qui ont repris la méthode d'Euler et qui l'ont rendue un peu plus précise pour pouvoir résoudre les équations différentielles du premier ordre, du second ordre, du énième ordre. D'accord? Et c'est donc grâce à ces deux mathématiciens que vous avez ici qu'on est capable de résoudre. Alors là, vous allez, pour le coup, vous allez prendre des notes. Pour résoudre, je dis, entendez bien ce que je dis, pour résoudre numériquement, pas analytiquement, numériquement. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la différence quand je dis résolution numérique et résolution analytique? Numérique, on cherche la solution exacte dans la théorie. Répétez. On cherche la solution exacte dans la théorie. Quand je parle de solution analytique, c'est-à-dire que je vais trouver une équation, et quand je parle de solution numérique, je vais trouver des quoi? Monsieur, des valeurs. Voilà. Exactement, je vais trouver des valeurs. Voilà. Alors, c'est pour ça que, avant de continuer ce cours, on va quand même bien préciser ces notions-là, parce que je me suis rendu compte que c'était pas toujours très clair. C'était pas toujours très clair, et c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même qu'on insiste un peu sur cet aspect-là. Alors, vous avez tous bien compris que j'ai une équation différentielle y point de t qui s'exprime sous la forme d'une fonction de y de t et de t. Avec bien sûr une condition initiale que je connais, y indice 0 égale une certaine valeur. Voilà. Et que donc je recherche y de t. Et je recherche donc y de t, quel que soit t. Alors, analytiquement, si j'en suis capable, je vais trouver une équation. C'est-à-dire qu'au fait, je vais trouver l'équation de y de t, donc une équation en fonction du temps. Alors, je parle du temps parce que on est des ingénieurs et on s'intéresse à des problèmes qui varient, qui ont une dynamique dans le temps. Hein,
les biologistes s'intéresseront peut-être à une autre variable, les gens qui font de l'astronomie s'intéresseront à d'autres variables. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les phénomènes qui varient en fonction du temps. Voilà. C'est ça que je parle de la variable t. Donc, y de t, si j'arrive à le trouver analytiquement, hop, voilà, on va dire que j'aurais trouvé une équation et dont ici je représente, on va dire, la courbe. Analytiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je le représente ici en bleu. Le y de t que je vais trouver en réalité analytiquement, ce n'est pas une équation, je vais trouver des valeurs y indice k. C'est-à-dire que je vais trouver des valeurs de cette fonction-là, mais je n'aurai jamais l'équation de cette fonction. Ça veut dire que numériquement, je vais pouvoir par exemple trouver ce point-là. Je vais pouvoir trouver ce point-là. Je vais pouvoir trouver ce point-là. Je vais pouvoir trouver ce point-là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que je ne mets pas forcément les points sur la courbe rouge? Des fois, je les mets, des fois, je ne les mets pas. C'est une approximation. Exactement, parce que ça va être une approximation. Voilà ce que je vais trouver numériquement. Je vais trouver un ensemble de valeurs. Donc, ça veut dire que ici, je vais dire, voilà, j'aurais trouvé la valeur à un instant T1. J'ai trouvé une valeur à un instant T2. Et j'ai trouvé une valeur à un instant T3, etc., etc. Voilà. Je continue comme ça. Je vais dire que de manière générale, avec une approche numérique, je vais trouver les valeurs de ma fonction y approximatives pour un instant tk. OK? Donc, c'est bon maintenant? Est-ce que cette notion de solution numérique, solution analytique, c'est clair? Ou est-ce que vous avez besoin, ou est-ce que je n'ai pas été clair et vous avez besoin de précision? Si, vous avez été clair, monsieur, mais pour les deux équations, là, vous avez dit que ça prendra plus de temps. Comment on va faire théoriquement pour les résoudre? Vous avez une idée? Parce que c'est pour la première fois que je rencontre ce genre d'équation, moi, finalement. Honnêtement, si vous pouvez me répéter votre question, je veux bien, parce que je n'ai pas vraiment compris ce que vous m'avez posé comme question. En fait, vous voyez les deux équations là, avec y au carré et ln de 1 plus y. Oui. Comment on va faire pour trouver les solutions de manière théorique, la valeur exacte, en gros? On ne pourra pas. Pour certaines, on ne sait pas. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Mais numériquement, on pourrait. On pourra trouver des valeurs. Ok. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple très, très simple. Quelle est l'équation différentielle du second ordre que vous avez classiquement tous utilisée, je ne sais pas, en classe prépa ou au lycée? Je ne me souviens pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est? Elle est très classique. Tout le monde l'a vue. C'est celle du... Vous vous souvenez ou pas? Répétez votre question, s'il vous plaît. J'ai dit l'équation. Il y a une équation différentielle du second ordre que vous avez tous vue quand vous étiez en classe prépa ou au lycée. Et elle représente un phénomène physique très connu. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Ça commence par un P. Ça commence par un P. C'est l'équation du pendule. Du pendule. Exactement.
Donc, l'équation du pendule, vous l'avez tous vue quand vous étiez, Oui. en classe prépa ou au lycée. On est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que, quand vous l'avez résolu, qu'est-ce que vous avez fait comme approximation? Bah, la variable θ, elle était petite. Donc, ça veut dire que quand vous l'avez résolu, vous avez approximé sinus. Sinus θ par θ, en fait. Voilà, vous avez approximé sinus θ par θ. Et pourquoi vous avez fait cette approximation? Parce qu'avec sinus θ, on ne pourra pas résoudre l'équation, c'est impossible. Voilà, et voilà, vous avez tout compris. Alors, pourquoi est-ce que le prof, il a été obligé de vous dire, voilà, sinus θ, si je le garde tel quel, je ne vais pas pouvoir résoudre mon équation. Alors, je vais l'approximer par θ. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que le sinus, hop, au voisinage de 0, il se comporte comme x. Vous voyez bien que dans ce voisinage-là, je peux approximer un sinus par une fonction linéaire. Mais au-delà, je ne peux plus. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez résolu l'équation du pendule à l'école, vous êtes parti du principe que votre pendule, au fait, c'est un pendule qui ne dépasse jamais un certain angle θ. Très petit, très proche de 0. Alors, je ne veux pas être méchant, ni sarcastique, mais en réalité, ça ne sert à rien. Parce qu'un pendule, si on dit qu'en fin de compte, il bouge avec un angle très très petit, ben ça veut dire qu'en fin de compte, il ne bouge pas. Et donc, ce n'est plus un pendule. Vous êtes d'accord? Ouais. Ben voilà. Et pourquoi donc on le fait? On est obligé de le faire. Moi aussi, j'aurais été obligé de le faire parce que je n'aurais pas su résoudre cette équation différentielle. Alors, on va dire, en tant que lycéen ou universitaire, que je ne sache pas la résoudre, ok, ben je sais pas, puisque j'ai pas de recette, enfin, j'ai pas de méthode. Voilà, la recherche ne m'a pas permis de résoudre ce type de. Par contre, pour un ingénieur, il va être obligé, lui, de dire, voilà, il faut quand même que je trouve une solution, même si elle est approximative. Il faut quand même que je la trouve. Parce que je ne peux pas dire, je ne sais pas résoudre, et dans ce cas-là, ben, je laisse tomber le problème. Ok, bon, je pense qu'on a assez philosophé là jusqu'à présent. Et on va maintenant revenir à notre cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que je ne sais pas résoudre certaines équations, donc je vais utiliser ce qu'on appelle une résolution numérique par la méthode d'Euler. Donc, ce que vous devez maintenant retenir, c'est la méthode d'Euler. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette méthode d'Euler? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler de ça? Brièvement, ça ne me dit rien. Ok. Alors déjà, vous êtes combien? Je ne sais pas trop combien ils sont depuis qu'on a commencé le cours. Ok, on est déjà 67, c'est bien. Alors, donc, la méthode d'Euler, c'est une méthode numérique. Donc déjà, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. La méthode d'Euler est une méthode numérique. Donc, je l'ai écrit ici. Méthode numérique. Et cette méthode numérique, elle consiste à dire quoi? Elle consiste à dire que, alors vous allez bien le comprendre ici,
Je vais faire exprès de bien zoomer. Voilà, que ce soit clair. Hop, hop. Alors, on va tous se concentrer sur ce schéma. Voilà. Voilà. Il faut bien comprendre ce que signifie cette méthode de l'air. La méthode de l'air, elle dit la chose suivante. Elle dit, voilà. Imaginons que à un instant donné, que j'appelle ici T indice K, d'accord? Imaginons qu'à un instant donné, T indice K, je connais la valeur, que j'appelle ici Y indice K. D'accord? Imaginons que, au fait, la solution que je recherche, c'est la courbe en rouge que vous avez ici, des points de la courbe rouge que vous avez ici, et je me dis, voilà, je connais un premier point. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Euler? Il dit, bon, bah, très bien, donc si vous connaissez un premier point, on peut peut-être trouver le point suivant, c'est-à-dire le point à l'instant T indice K plus 1. Et comment? Ben, il dit, voilà, je vais calculer la dérivée que j'ai ici. Donc, qui dit la dérivée en un point, dit bien sûr la tangente en ce point-là. Et plus précisément, quand on parle de tangente, c'est-à-dire qu'on parle de coefficient directeur et donc de taux d'accroissement. Donc, tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc, il dit, Euler, voilà, si je connais ce point et que je connais la dérivée en ce point-là, c'est-à-dire que si je connais la pente de cette tangente, de cette droite qui est ici, alors, je peux estimer la valeur prochaine à l'instant TK plus 1 en me servant de la valeur que j'ai actuellement et en rajoutant un accroissement que j'ai ici. Et comment je vais obtenir cet accroissement que j'ai ici? Ben, je vais tout simplement prendre la dérivée qui est là, qui représente, elle, un taux d'accroissement, et je vais multiplier cette dérivée par H, et je vais donc obtenir cet accroissement-ci, et grâce à cet accroissement que j'ai ici, je vais le rajouter au YK que j'ai ici, et je vais pouvoir obtenir une approximation de... Alors, en réalité, je cherche ce point-là, mais je vais pouvoir trouver une approximation de ce point ici. Bon, j'exagère un peu le schéma, hein. Vous voyez bien que cet écart-là, il est quand même assez grand, mais si j'avais pris un pas ici plus petit, j'aurais eu un écart, vous l'avez tous bien compris, beaucoup plus petit et donc plus proche de la courbe réelle. Est-ce que ce que je viens de vous dire là, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la méthode de l'air? Avec la méthode de l'air, on va se contenter de calculer Y indice K plus 1 à partir de Y indice K plus H fois la dérivée de Y en K. Alors maintenant, il y a plein de choses qu'il faut qu'on clarifie. C'est quoi cette histoire de K? Et c'est quoi ce H qui est ici? Donc ça, il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle. Comme je vous l'ai dit, solution numérique, ça veut dire qu'on va trouver des valeurs de Y pour des instants. L'instant T0, l'instant T1, l'instant T2, l'instant T3, etc. Donc, pour désigner ces instants-là, on utilise un indice. C'est l'indice que vous avez ici, qui est donc l'indice K, T indice K. Et maintenant, bien entendu, quand je dis je vais trouver la valeur en T0, en T1, en T2, en T3, la question que je me pose, c'est
quel intervalle de temps sépare ces instants-là? Qui peut me répondre? Quel intervalle de temps sépare ces instants? Monsieur H? Exactement, c'est H. Donc ça veut dire qu'au fait, quand je dis ici, voilà, ça par exemple c'est T8, ça c'est T9, c'est-à-dire qu'entre T8 et T9, j'ai une différence de temps de H qu'on appelle donc ici le pas temporel. Le pas temporel. Voilà. Donc, ça veut dire que quand je dis que, par exemple, je vais trouver Y à l'instant T5, cet indice 5 que j'ai ici désigne, c'est un entier, et en réalité, le temps réel auquel je vais trouver la valeur de Y, c'est K fois H. Donc, ça veut dire, imaginons que par exemple, imaginons qu'on étudie un phénomène, imaginons qu'on étudie un phénomène qui évolue sur la base de, donc bien sûr on a toujours le temps ici, et on a, on va dire ici l'instant 0, et on travaille par exemple sur un phénomène qui évolue sur quelque chose comme de la milliseconde. Donc une milliseconde, c'est combien de secondes? C'est combien? 10 à la moins 3. Exactement, 10 moins 3. Donc ça veut dire qu'en fait, je m'intéresse à un phénomène où je veux connaître des valeurs toutes les millisecondes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre un pas H égal à 10 moins 3. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au fait, quand je dis que je veux savoir comment évolue ou quelle valeur a ma fonction à l'instant T indice 5, ça veut dire qu'en réalité, je m'intéresse à quel temps réel, T indice 5, c'est-à-dire que je m'intéresse à 5 fois le pas avec lequel je travaille, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, c'est-à-dire que je veux savoir quelle valeur prend ma fonction lorsque je suis à 5 millisecondes. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez ici, donc, T indice K qui correspond à K fois H. Et K, bien sûr, est un entier qu'on appelle l'instant discret, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et donc, Euler me dit que si je veux connaître Y à l'instant K plus 1, à l'instant discret K plus 1, il faut que je connaisse Y à l'instant discret K et que je lui rajoute la dérivée de Y à l'instant K que multiplie H. Donc, cet accroissement-là que l'on voit géométriquement ici. Et comment je vais donc connaître Y point à l'instant K? Ben, je vais me servir justement de mon équation différentielle Y point à l'instant K, qui est donc une fonction de Y à l'instant K et de T indice K. Donc voilà, voilà en résumé ce que c'est que la méthode d'Euler. C'est je vais trouver des approximations de ma solution, d'accord, en utilisant une récurrence
entre le point que je recherche et le point que j'ai déjà. Donc ici, quand vous regardez le problème, donc au départ, on avait une équation différentielle y.2t qui est une fonction de y de t et de t. Et on va donc travailler avec des solutions ponctuelles où on va se servir de cette équation différentielle que nous avons ici pour pouvoir calculer un accroissement qu'on va rajouter au point précédent pour obtenir le nouveau point. Donc, qu'est-ce que l'on connaît quand on démarre avec une équation différentielle du premier ordre? On connaît ce qu'on appelle la condition initiale, c'est-à-dire y indice combien? 0. Exactement, donc je connais y indice 0. Donc après, je vais vouloir calculer y indice 1. Comment je vais calculer y indice 1 si j'applique la méthode de l'air? Je vais dire que y indice 1, c'est égal à quoi? Y indice 0 plus, À y indice 0. plus h fois la plus h fois y point 0, mais y point 0, on ne connaît pas, monsieur. Plus h, tout à fait. Et vous allez voir que vous le connaissez. Y point 0. Constant, donc ça fait 0. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez bien fait de dire ça, parce que c'est surtout ça qu'il ne faut pas comprendre. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais vous faites bien de parler comme ça. C'est quoi le y point 0? Ça ne veut pas dire la dérivée d'une constante. Ça veut dire la dérivée de y à l'instant 0. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, graphiquement, on pourra peut-être le lire, je ne sais pas. Y point 0. Y point 0. Je vais l'obtenir comment? Je vais l'obtenir en utilisant mon équation différentielle, c'est-à-dire f de y 0 à l'instant, à quel instant? Instant T0. À l'instant T0. Voilà. Et je vais donc pouvoir obtenir mon y indice 1. Une fois que j'ai mon y indice 1, comment je vais calculer mon y indice 2? Oui, avec, en fonction de y indice 1 et y indice 2. Allez-y, allez-y, dictez-moi ce que je dois écrire ici. Y1 plus h, y1 point. Donc, y indice 1 plus h fois y indice 1 point. Qui signifie la dérivée de y à l'instant 1 et non pas la dérivée de y1. Du coup, en soi, monsieur, dans un problème donné, on connaît les valeurs les valeurs TK, TK, etc. jusqu'à. Exactement, on les connaît. Ok. Donc, la méthode de l'air, on peut uniquement la résoudre si on a le problème de Cauchy, en fait. Exactement. Si je peux la résoudre que si je connais ma condition initiale de départ. Okay. Donc, ce y point indice 1, lui, je vais le calculer comment? Je vais me servir de quoi? De mon équation différentielle, c'est-à-dire qu'il serait égal à f de quoi? F de y1, T1. Exactement. F de y indice 1, T1. T indice 1. Voilà. Et je vais donc continuer comme ça pour calculer point par point des
des solutions ponctuelles de mon équation différentielle. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est, on va reprendre cette équation différentielle qui est ici. Et on va se dire, voilà, au fait, en réalité, on va dire qu'on ne sait pas la calcul, on ne sait pas trouver la solution qui est là. Et on va trouver des points de cette équation différentielle en appliquant la méthode d'Euler. D'accord? Donc, vous connaissez Y indice 0. Je vous dis que, on vous l'a donné, on vous a dit que Y indice 0, c'est 1. Mettons qu'on travaille avec un pas H égale à, on va dire qu'on travaille avec un phénomène sur la dixième de seconde, voilà, avec un pas H égale à 0,1. Donc là, je vous pose un exercice. Là, maintenant, on passe sur la partie exercice. Vous allez me calculer, tous ceux qui sont présents ici, vous allez tous me calculer Y, et réfléchissez bien à ce que je vous demande. Y indice 1, Y indice 2, et Y indice 3. Voilà ce que je vous demande de me calculer à titre d'exercice. Avec un pas de combien, monsieur? Quoi? Avec un pas H de combien? Je l'ai écrit, il est là. Ok, 0,1. Est-ce que tout le monde a compris la consigne? Est-ce que tout le monde a compris la consigne? On doit faire ça manuellement, monsieur, ou Manuellement. on doit trouver un algorithme ou... Non, manuellement. Ok, ok. On verra l'aspect algorithmique après. Là, je veux d'abord m'assurer que vous comprenez la base. Est-ce que je sais appliquer manuellement la méthode d'Euler? Ok. Est-ce que parmi les présents ici, la consigne que je viens de donner est claire ou est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? C'est clair. Ok. Très bien. Ok, merci. Alors, si c'est clair, donc je vous remets l'énoncé. Et vous me calculez donc Y indice 1, Y indice 2, Y indice 3. On travaille avec un pas H de 0,1. Faites attention, on travaille avec un pas H de 0,1. Et que ça, c'est un indice discret. Ça, c'est le temps discret. D'accord? Et vous avez la condition initiale et vous avez votre équation différentielle. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est de savoir est-ce que vous êtes capable d'appliquer la méthode d'Euler. Voilà. Que je vous laisse un petit peu réfléchir, juste le temps que j'aille chercher un café.
Alors, où est-ce qu'on en est et qui a calculé Y indice 1? J'ai trouvé Y indice 1 est égal à 1, monsieur. Égal à combien? Égal à 1. Y indice 1 égale à 1. Alors, très bien. Donc, on va voir un petit peu comment je vais calculer ce Y indice 1 donc de ce premier exercice. Donc, je vais dire Y indice 1 égale quoi? Y0 plus H fois Y0. Donc, s'il est égal à Y Y0 point, pardon. 0 Plus H fois Y0 point. plus H de la dérivée de Y à l'instant 0. La dérivée de Y à l'instant 0, comment je vais la connaître? Fonction de T0 et Y0. Exactement. Donc, la dérivée de Y à l'instant 0, ben, je vais tout simplement voir mon équation différentielle. Mon équation différentielle me dit que pour connaître la dérivée, je vais devoir utiliser le temps et la fonction du temps. Donc ici, je vais avoir moins T indice 0, Y de T indice 0. Donc ici, je vais donc reprendre ici. Y, ben, c'est moins 0, voilà, que multiplie Y 0, et j'ai donc 0. Ça veut dire que Y indice 1, il est tout simplement égal à Y indice 0, qui est donc égal à 1. Tout le monde est OK avec ça? C'est avec ce calcul très basique? Très bien. Oui, maintenant, comment je vais calculer Y indice 2? Y indice 2, Pareil. allez-y, je vous écoute. Y1 plus HY1 point. Voilà, donc ça va être Y indice 1 plus H fois la dérivée de Y à l'instant discret 1. Et c'est là qu'il va falloir faire très très attention. Comment maintenant je vais calculer ce Y indice 1 dérivé? Ben c'est pareil, je vais me servir de mon équation différentielle. Donc ça va être moins T indice 1 que multiplie Y indice 1. Et donc ça, c'est égal à combien? Moins 0,1. Combien? Moins 0,1. Bravo, moins 0,1. Moins 0,1. Ce qui donc va me permettre de connaître Y indice 2, qui vaudra donc Y indice 1 qui vaut 1, plus quoi? Plus H qui vaut 0,1, que multiplie moins 0,1, ça veut dire que j'ai avoir affaire à 1 moins 0,1.
0,01. Monsieur, pourquoi ça fait moins 0,1 un point, un point, pardon. Parce que je regarde l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est y point, c'est moins t fois y. Donc, y point indice 1, c'est égal à moins t indice 1, y indice 1. Y indice 1, c'est 1. T indice 1, c'est toujours quoi? C'est toujours l'indice ici que multiplie h. Donc, c'est 1 fois h. C'est ce que vous avez ici. T indice k. T indice k, c'est k fois h. Ah, d'accord. Okay. C'est bon? Ça va mieux? Oui, c'est bon. OK. Donc, ça veut dire que T indice 1, il vaut 0,1. J'ai un moins devant. Y1 vaut 1. Donc, Y.1 vaut moins 0,1. Donc, ce qui me fait Y indice 1 plus 0,1 que multiplie moins 0,1. Donc, ça fait 1 moins 0,01. Et 1 moins 0,01, c'est égal à combien? 9,99. C'est égal à, effectivement, 0,99. Est-ce que c'est clair pour eux? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, oui. Donc vous, c'est bon. Je vais prendre au hasard les participants. Est-ce que c'est bon pour Kébé Tom? Est-ce que c'est bon pour Mayassi Johan? Oui, c'est bon, merci. Est-ce que c'est bon pour Pierre-Alexandre? OK. Est-ce que c'est bon pour Robert Hugo? Monsieur, Oui. vous pouvez juste réexpliquer comment on a trouvé Y. Non, ouais, comment on a trouvé Y1? Oui. Comment on a trouvé Y1? J'ai appris. Non, en fait, c'est Y.1. Enfin, Comment j'ai trouvé Y.1? J'ai utilisé mon équation différentielle. Mon équation différentielle me dit, de cet exercice-là, Y point, c'est égal à moins T fois Y. Donc, ça veut dire que Y point indice 1, c'est égal à moins T indice 1 que multiplie Y indice 1. Ben, pourquoi ça fait pas 1 alors? Pourquoi ça Enfin, fait moins 1? Parce que tout simplement, le T indice 1 que vous avez ici, il ne vaut pas 1, lui. Il faut combien? Il vaut 0,1. Mais comment c'est ça? On le sait parce que je l'ai longuement expliqué. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est le pas. Que T indice K, Ouais, T ok. indice K, c'est K fois H. D'accord, merci. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions parce que je vais compliquer les choses dans quelques minutes. Donc ça, c'est le basique. Si ce basique-là, vous ne l'avez pas compris, vous allez vous paumer par la suite.
C'est pour ça que je vous dis, qui a encore besoin d'explications avant qu'on aille plus loin. Donc, je fais un petit parcours encore, au hasard. Touré, Ismaël, Samouri, c'est clair? Ok. Ok. Tac, 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 encore une ou deux personnes comme ça. Keta Oumou, c'est clair? Oui. Ok. Et en fin de compte, Shemae Naji. Ok, très bien. Alors, donc vous continuez alors. Donc vous avez tous calculé Y indice 2. Ben, vous allez jusqu'à ce que je vous ai dit, Y indice 3. Voilà. Et vous me dites, après, vous réfléchissez, vous me dites, imaginons que je vous demande de me calculer Y indice 26. Ben, vous réfléchissez, vous me dites comment je vais, est-ce que c'est faisable, est-ce que je dois continuer à le faire à la main, ou bien il va falloir qu'on réfléchisse à une autre façon de faire ce calcul-là. Voilà. Donc, on reprend, il est 10h, il est 10h06. On reprendra à, vous me laissez quelques minutes prendre un petit peu d'air, et on reprendra dans à peu près 8 à, ouais, voilà, dans 8 minutes, on reprend le cours. Voilà. Alors, je vais entre-temps arrêter cet enregistrement-là et on démarrera un deuxième par la suite. Monsieur, pour la solution théorique de cette équation, Oui. qu'on a en particulier, on peut la trouver, je pense. Oui, celle-là, elle est très facile. On a fait, c'est ce qu'on a commencé par faire aujourd'hui. Quand on a commencé le cours, on a fait la solution théorique de cette équation. Elle est là. C'est du prix sur... Ah, pour la deuxième, monsieur, pour la deuxième. La deuxième, on ne l'a pas. Il y a pas de... Ouais. Elle est beaucoup plus compliquée, la deuxième. On peut le faire par intervalle. Mais c'est du U' sur U au carré. Comment? C'est du U' sur U au carré. Oui, mais est-ce que vous connaissez quelque chose, vous, en U' sur U carré? Bon, l'intégrale de ça, ça fait... l'intégrale de ça fait encore U, non? À un signe près. Ça fait quoi? Ça fait pas 1 sur U, non? Non, non. Non. Non, non, non. 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 Donc, si vous arrivez à trouver celle-là, après, je vous inviterai à trouver celle-là. Non, je plaisante. On va aller trouver les solutions ici, mais on va s'attaquer à des solutions numériques, comme je vous l'ai expliqué dans ce cours. D'accord? Ça marche. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure.